Bienvenue sur la chaîne Crime et Procès. Vous êtes sur le point de vous lancer dans un voyage plein de mystères, de tensions et d'histoires qui vous couperont le souffle. Nous vous présentons ici des cas réels qui défient toute logique, des histoires de justice, de trahison et de rebondissements inattendus que vous ne pourrez retrouver qu'ici, chez Crime et Procès. Préparez-vous à plonger dans des histoires percutantes, avec des récits qui vous feront remettre en question tout ce que vous saviez sur la nature humaine et le système judiciaire. Chaque cas est unique. Et pendant que vous suivez les rebondissements et les surprises, nous vous garantissons que votre curiosité ne sera jamais rassasiée. Des crimes choquants aux procès inattendus, notre mission est de vous apporter la vérité nue, toujours dans le plus grand respect de la complexité de chaque histoire. Alors, si vous êtes prêts à vivre ces moments intenses avec nous, laissez votre like, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour ne manquer aucune mise à jour. Et n'oubliez pas, votre commentaire est essentiel pour nous aider à grandir. Alors, partagez vos avis, questions ou réactions. Nous voulons savoir ce que vous pensez. Maintenant, préparez-vous. Le suspense est sur le point de commencer. Ricky Hand, un criminel de carrière déjà bien connu dans l'État de l'Ohio, semblait avoir une vie sans grand espoir de se redresser. En avril 2016, un cas notoire l'a encore prouvé. Cette nuit-là, dans un drive local, le propriétaire de l'établissement, qui s'apprêtait à fermer pour la journée, a remarqué quelque chose de suspect sur les caméras de sécurité. C'était Ricky, qui avait l'intention de cambrioler les lieux. Mais ce à quoi il ne s'attendait pas, c'est que le propriétaire soit armé et préparé. Sans y réfléchir à deux fois, le propriétaire a réagi en tirant sur Hand, qui s'est enfui, blessé. Le propriétaire du service au volant a désespérément appelé le 911. « Ils ont essayé de me voler et je lui ai tiré dessus. » La police a rapidement suivi les pistes jusqu'à un hôpital, où Ricky Hand se rétablissait. Dans un éclat surprenant, il a avoué non seulement la tentative de vol commise cette nuit-là, mais également une série d'autres crimes qu'il avait récemment commis. Lorsqu'il fut finalement condamné, la justice fut dure, 40 ans de prison. Et ce que Hand a fait au tribunal, après avoir entendu la sentence, a laissé tout le monde perplexe. L'homme ne semblait pas croire ce qu'il entendait. Dans un accès de rage, il a commencé à jeter des bouteilles remplies d'urine et d'excréments, qu'il avait improbablement cachées, directement sur son propre avocat. C'était un scandale absolu. Les gardes ont dû intervenir rapidement et Hand, qui faisait déjà face à de graves accusations, s'est retrouvé face à d'autres personnes pour harcèlement avec des fluides corporels. Le chaos dans la salle d'audience semblait sortir d'un film, mais il était réel. Et le cas de Ricky Hand n'est pas le seul dans lequel les criminels ont complètement perdu le contrôle devant le tribunal. Christopher Thiel, un sans-abri de Seattle, a été accusé d'un crime horrible, une agression sexuelle au premier degré. Lors d'une audience sur la compétence, il s'est soudainement retourné et a frappé son propre avocat. Les gens étaient stupéfaits. Les gardes se sont précipités pour le retenir et Thiel a fini par porter une sorte de cagoule pour l'empêcher de cracher ou de faire quelque chose d'encore plus fou. Puis, lors d'une autre audience, lorsqu'il a finalement été arrêté sur la base de ses accusations, Thiel a fait un commentaire bizarre à propos d'une photo de lui en short. Il semblait ignorer la gravité de sa situation. Le tribunal fut cependant impitoyable. Il fut condamné à 8 ans et demi de prison. Si les gens pensaient que ce que Hand et Thiel avaient fait au tribunal était difficile à croire, ce qui est arrivé à Joseph Zeller, suspecté d'un double homicide en Floride, était encore plus choquant. Joseph Zeller était jugé pour un crime qui a laissé la ville de Cap Coral sous le choc. En 1990, Robin Cornell, 11 ans, et sa nounou, Lisa, ont été retrouvés assassinés. L'affaire est restée non résolue pendant plus de 2 décennies jusqu'à ce que l'ADN de Zeller l'incrimine.
Au tribunal, alors que l'avocat de la défense essayait de faire sa part, Ziller a surpris tout le monde en demandant une conversation privée. Sans aucun avertissement, il a attaqué son propre avocat d'un coup de coude. L'avocat a cependant réussi à rire de la situation, affirmant qu'il avait déjà reçu des coups bien plus graves. Ziller, en revanche, n'a pas pu échapper à la justice. La peine de mort était la décision finale. Il est choquant de voir à quel point quelqu'un peut agir de manière aussi désespérée, même s'il sait que ses actes pourraient aggraver sa situation. Toutefois, ce comportement ne se limite pas aux attaques contre les défenseurs eux-mêmes. Attention à tous, si vous êtes impliqué dans ces histoires percutantes et que vous souhaitez suivre des récits plus choquants comme celui-ci, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Partagez cette vidéo avec des amis qui aiment les cas réels et laissez votre commentaire ci-dessous. Votre avis est très important pour nous et aide la chaîne à se développer. Explorons ensemble d'autres cas incroyables. Le cas de David St. John, un homme accusé d'agression sexuelle à Houston, est un autre exemple. Au tribunal, alors que le juge était distrait, St. John s'est levé et, sorti de nulle part, a attaqué un passant innocent. Bien qu'il ait été rapidement maîtrisé, il s'est quand même retourné et a donné un étrange conseil: « Apprends ta leçon ». Il était difficile de comprendre ses motivations, mais malgré toute la confusion, l'homme agressé a décidé de ne pas porter plainte. Cependant, St. John risquait toujours une lourde peine pour ses crimes. Et puis il y a les crimes si odieux que le procès est encore plus tendu. L'un de ces cas concerne Taylor Chabuzines, une femme de 25 ans du Wisconsin. Dans un acte horrible alimenté par la drogue, elle a tué et démembré son petit ami, Chad Tyrion. Les détails sont difficiles à oublier. La mère de Chad a trouvé la tête de son fils dans un seau et des parties du corps dans des sacs. La scène était si horrible que même les policiers ont été choqués. Lors de son interrogatoire, Chabuzines a reconnu ce qu'il avait fait. Elle a expliqué comment tout avait commencé comme un jeu intime devenu incontrôlable. Mais ce qu'elle a dit ensuite était encore plus effrayant. Elle a avoué prendre plaisir à tuer. Les enquêteurs ont été stupéfaits d'entendre avec quelle froideur elle a agi, démembrant le corps de Chad avec des couteaux de cuisine. Lorsqu'on lui a demandé des détails, elle a répondu presque avec désinvolture, comme si tout était normal. Le procès de Chabuzines n'a pas été plus fluide que ses crimes. À un moment donné, elle a attaqué son avocat au tribunal dans une scène de violence si inattendue qu'il a fallu 2 policiers pour la maîtriser. La femme a fini par être obligée de porter un masque anti-crachat et des menottes pour le reste du procès. Malgré tout, sa condamnation ne laissait aucun doute. La réclusion à perpétuité sans aucune chance de liberté. Ces cas montrent le côté obscur de l'esprit humain et comment, même face à la justice, certaines personnes semblent perdre complètement le contrôle d'elles-mêmes. Il est effrayant de penser à ce qui motive ces actes, mais les histoires ne manquent jamais de nous rappeler que, pour certains, la salle d'audience n'est que le début d'un drame encore plus profond. En fin de compte, voici ce qui s'est passé. Hand a fini par être reconnu coupable d'une série d'accusations de vol qualifié. Il avait espéré une peine moindre, mais après avoir entendu la décision finale du juge, personne ne s'attendait à sa réaction. Toute la salle d'audience a été surprise lorsqu'il a commencé à jeter des flacons remplis d'urine et d'excréments, qu'il avait cachés en direction de son propre avocat. Les gardes ont dû intervenir rapidement et il a fini par faire face à de nouvelles accusations pour ce qu'il avait fait. Dans un autre cas, également assez inhabituel, on retrouve Christopher Thiel. Il faisait face à une lourde accusation d'agression sexuelle à Seattle. Son crime était effrayant. Thiel a suivi une femme dans les toilettes d'un concessionnaire et l'a attaquée. Les employés ont entendu le bruit et ont réussi à empêcher que quelque chose d'encore pire ne se produise. Au moment du procès, tout le monde était attentif. Mais ce qui s'y est passé a rendu la situation encore plus chaotique. Lors de l'audience visant à évaluer ses compétences mentales, Thiel a semblé calme et même amusé, ce qui était étrange en soi. Cependant, sans sommation,
Il a frappé son propre avocat. Le coup a été si violent que les gardes ont dû intervenir et il a été rapidement immobilisé. Pour s'assurer que rien d'autre ne devienne incontrôlable, ils ont placé une sorte de cagoule de confinement sur sa tête et l'ont fait sortir de la salle d'audience. Thiel a continué à se comporter étrangement même après l'incident. Lorsqu'il est revenu au tribunal pour une autre audience, il s'est comporté de manière plus contrôlée. Mais les gardes étaient beaucoup plus vigilants. Finalement, il a été condamné à 8 ans et demi de prison pour son crime initial. Son comportement avait clairement pour origine de graves problèmes mentaux, mais cela n'a pas pour autant atténué la gravité de ce qu'il a fait. Cependant, rien ne semblait avoir autant d'impact que le cas de Joseph Ziller. Le crime qu'il a commis a laissé une horrible tache sur la ville de Cape Coral, en Floride, remontant à 1990. 2 victimes, Robin Cornell, âgé de seulement 11 ans, et sa nounou Lisa Story, ont été brutalement assassinés. La mère de Robin a retrouvé les 2 hommes, et la scène était si terrible que l'affaire est restée dans la mémoire de la communauté pendant des décennies, non résolue. Ziller n'a été arrêté que bien plus tard, lorsqu'un incident complètement différent a abouti à la collecte de son ADN. Ces preuves ont fini par le relier directement au crime que personne n'avait résolu. Le procès a été tendu, l'accusation recherchant la peine de mort en raison de la nature horrible de ce qu'il avait fait. Ziller a tenté d'affirmer que l'ADN avait été déposé, mais sa défense n'a pas convaincu le jury qui l'a déclaré coupable. Le comportement de Ziller devant le tribunal était aussi dramatique que les autres affaires que nous avons mentionnées. Au cours d'une des séances, il a demandé à son avocat de discuter étroitement. Lorsque le défenseur s'est penché, Ziller lui a donné un coup de coude perfide. Les détectives à proximité l'ont rapidement maîtrisé, et l'avocat, avec un bon sens de l'humour, a même plaisanté sur l'incident. Il était clair que malgré toutes les tensions, l'avocat était habitué aux situations dangereuses. La condamnation de Ziller a finalement été la peine de mort, ce que peu de gens ont contesté, compte tenu des souffrances qu'il a causées. Mais une fois de plus, il est devenu évident à quel point l'environnement d'une salle d'audience peut devenir imprévisible, voire dangereux, surtout lorsque les accusés ont tant à perdre. Même après tant d'années, la justice est enfin parvenue aux victimes, mais l'affaire laisse toujours un goût amer. Passant à un scénario encore plus absurde, nous avons David St. John, accusé de graves crimes sexuels au Texas. Il a emmené une adolescente dans un motel et l'a attaquée avec une arme à feu, ce qui constituait en soi un crime effrayant. Au cours de son procès, alors que le juge était distrait, St. John a attaqué un passant innocent dans la salle d'audience. Il a frappé l'homme et les gardes ont dû courir pour l'arrêter. Même lors de son arrestation, St. John a crié des paroles décousues, comme s'il donnait un conseil à quelqu'un. Il n'arrêtait pas de dire aux gens d'apprendre leurs leçons, ce qui semblait dénué de sens à l'époque. Malgré l'attaque, l'homme qui l'a agressé a décidé de ne pas le poursuivre, mais St. John a quand même dû faire face aux conséquences de ses accusations initiales qui ont abouti à de lourdes peines de 25 ans de prison. Ces incidents démontrent à quel point le comportement des accusés au tribunal peut être imprévisible, mais rien n'est comparable au cas sombre et macabre de Taylor Schabusiness. Ce crime a choqué Green Bay dans le Wisconsin d'une manière presque indescriptible. Ce qui s'est passé cette nuit de février 2022 semblait sortir d'un cauchemar. Schabusiness, 25 ans, a tué et démembré son petit ami, Chad Tyrion, au cours d'un moment qui a commencé comme un acte intime. La situation s'est considérablement aggravée lorsque Schabusiness a étranglé Tyrion avec une chaîne en métal. Elle était tellement bouleversée qu'elle n'a pas remarqué quand il a commencé à cracher du sang et que son visage est devenu violet. Lorsqu'elle a finalement réalisé qu'il était mort, au lieu de paniquer, elle a continué ses actes horribles. Schabusiness a admis plus tard qu'il avait apprécié ce qu'il avait fait, ce qui a laissé tout le monde dans la salle d'audience encore plus horrifié.
L'horreur a continué lorsque la mère de Tyrion a trouvé la tête de son fils dans un seau au sous-sol de la maison. Imaginez la terreur de découvrir quelque chose comme ça. Lorsque la police est arrivée, la scène était encore plus terrible. Il y avait des traces de sang partout dans la maison et des morceaux du corps de Tyrion étaient éparpillés à différents endroits. Chabusinès a été rapidement arrêtée, mais ce qu'elle a révélé lors de son interrogatoire n'a fait qu'empirer les choses. Lors de l'interrogatoire, Chabusinès a parlé de ce qui s'était passé avec beaucoup de désinvolture. Elle a expliqué qu'elle était tellement impliquée dans la situation qu'elle ne s'est tout simplement pas arrêtée. Les détails qu'elle a partagés étaient si troublants que même les policiers les plus expérimentés ont été choqués. Elle a dit qu'après avoir tué Tyrion, elle avait passé des heures avec le cadavre, puis avait commencé à le démembrer avec des couteaux de cuisine. Lorsqu'on lui a demandé pourquoi elle avait fait une chose aussi terrible, Chabusinès a répondu qu'elle n'avait pas prévu de tuer Tyrion, mais que quelque chose dans la situation l'avait poussée à continuer. Elle a admis qu'elle avait apprécié ce qu'elle faisait, ce que personne ne pouvait vraiment comprendre. Il était difficile de comprendre comment quelqu'un pouvait agir si froidement et continuer à prétendre que c'était une sorte d'accident. Au tribunal, le comportement de Chabusinès est resté bizarre. À un moment donné, lors d'une audience, elle a attaqué son propre avocat. Le tribunal tout entier a été choqué par la violence et 2 gardes ont dû la retenir. Par la suite, elle a été obligée de porter un masque anti-crachat et des menottes pour le reste du procès. C'était comme si la violence était toujours là, attendant de se manifester. Le procès de Chabusinès a été l'un des plus pénibles que la communauté ait jamais connu. Les détails du crime ont été décrits de manière si graphique que le public avait du mal à croire qu'une telle chose s'était réellement produite. Finalement, elle a été reconnue coupable d'homicide volontaire, de mutilation de cadavres et d'agression sexuelle. La peine était la réclusion à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. L'horreur du crime de Chabusinès a laissé une marque durable. Les personnes qui ont assisté au procès sont reparties avec le sentiment d'avoir vu quelque chose qu'elles ne pourraient jamais oublier. La violence de l'acte, la froideur avec laquelle elle a parlé de ce qu'elle a fait et l'absence de regret ont fait de cette affaire l'une des plus inquiétantes de l'histoire récente. Même les forces de l'ordre, habituées au drame, ont été touchées. Ces affaires démontrent que les comportements violents et inattendus devant les tribunaux ne sont pas aussi rares qu'on voudrait le croire. Des accusés attaquant leurs propres avocats aux scènes macabres décrites en détail, le système judiciaire est souvent confronté à des situations effrayantes. L'imprévisibilité des accusés, surtout lorsqu'ils sont sur le point de faire face à de longues, des condamnations, voire la peine de mort, transforme le tribunal en un environnement potentiellement dangereux. Même s'il est difficile d'entendre parler de crimes aussi horribles, ces exemples montrent également l'importance de demander justice, même s'il semble que la situation ne peut pas empirer. Les histoires de violence dans les tribunaux nous rappellent que le processus judiciaire comporte de nombreux risques, mais que la justice doit prévaloir, aussi effrayant ou chaotique que puisse être le chemin à parcourir. Pour les victimes et leurs familles, c'est un rappel que malgré tout, la justice peut apporter un certain soulagement, même si elle ne répare jamais complètement ce qui a été perdu. Imaginez être au tribunal, un environnement plein de tensions et de formalités, où chaque mot et chaque mouvement peut changer le cours d'une vie pour toujours. C'est dans ce climat que Phillips, un homme de 45 ans, était évalué pour déterminer s'il était apte à subir son procès. Ce n'était pas n'importe quel cas, il y avait quelque chose de sombre dans l'air, comme si une tempête était sur le point d'éclater. Phillips faisait face à des accusations de représailles contre un témoin, un crime qui soulève lui-même un certain nombre de questions sur son caractère et son comportement. Dans le passé, lors d'un autre procès, il aurait menacé un témoin d'une manière qui aurait choqué toutes les personnes présentes. Et maintenant, il était de nouveau là, à une audience pour décider s'il était mentalement apte à subir son procès. L'avocat de la défense
désespéré, semblait au bord de la dépression. Comment puis-je me défendre lorsque mon client refuse de parler? Il a interrogé. Phillips n'a rien dit, n'a pas aidé, n'a pas bougé. C'était comme s'il était enfermé dans un silence impénétrable. Ce fut un silence qui dura des années. L'avocat avait tout essayé. Des conversations calmes, des questions directes, voire même l'expression de sa frustration, mais rien n'y faisait. Il a demandé un jour à Phillips, « Que voulez-vous que je dise ou que je fasse pendant le procès ?» La réponse fut le même silence effrayant, lourd, presque palpable. Phillips regardait un point invisible, perdu dans des pensées que personne ne pourrait jamais déchiffrer. Et puis, tel un sombre prophète, il a suggéré qu'il pourrait exploser à tout moment si les choses devenaient incontrôlables au tribunal. Et il ne mentait pas. Alors que l'accusation commençait à présenter ses arguments, ce que beaucoup craignaient s'est produit. Phillips, jusque-là immobile, éclata dans une fureur inattendue. Il a menacé un policier, l'un des policiers qui avait témoigné contre lui. L'air est devenu chargé d'adrénaline et avant que les choses ne s'aggravent, l'un des agents a couru vers lui et l'a utilisé avec un pistolet taser. Phillips tomba au sol avec un bruit sourd, comme s'il avait été renversé par un coup invisible, son corps tremblant et ses yeux perdus dans le vide. Même s'il était à terre, tout le tribunal savait que l'explosion aurait pu être bien pire si personne n'avait agi à temps. Mais Phillips n'était pas le seul à jouer dans des scènes de pur chaos. Allons à Phoenix, en Arizona, où nous attendait une affaire encore plus bizarre. Lamont Payne faisait face à des accusations pour avoir attaqué un gardien de prison. Le procès, dès le début, a été un champ de mine d'émotions. Payne était frustré, coincé dans une situation sans issue où il avait l'impression que personne ne l'écoutait vraiment. Son avocat, Vladimir Gajic, faisait ce qu'il pouvait, mais cela ne lui plaisait visiblement pas. Et Payne, à bout de patience, décida qu'il devait faire quelque chose de radical. C'est alors que la fureur de Payne explosa. Il a commencé à crier, essayant d'attirer l'attention du juge et de l'ensemble du tribunal. « Si mon avocat ne parle pas pour moi, je parlerai pour moi !» cria-t-il, la voix pleine de désespoir. Le juge, ferme et essayant de garder le contrôle, lui a ordonné de se taire, mais Payne s'en fichait. Il avait l'impression d'être trahi, abandonné par tous ceux qui auraient dû le défendre. Finalement, lorsqu'un officier s'est approché pour l'expulser, Payne a commis l'impensable. Dans un instant de pure rage, il s'est retourné et a frappé Gajic, son propre avocat, directement au visage. Le bruit du coup a résonné dans la salle d'audience et l'avocat est tombé, sang coulant de son nez cassé. Tout le monde était abasourdi. Les agents se sont précipités pour maîtriser Payne, tandis que Gajic, hébété et sous le choc, tentait de comprendre ce qui s'était passé. Malgré l'attaque, l'avocat a décidé de ne pas porter plainte. Un geste que beaucoup ont trouvé étonnamment généreux. Mais Payne en a payé le prix en étant ramené en prison, avec désormais des accusations supplémentaires. Et comment oublier William Green, un homme qui a transformé une journée ordinaire au tribunal en un spectacle chaotique? Green attendait une enquête sur la libération sous caution, mais la patience n'était pas sa plus grande vertu. Au moment le moins attendu, il s'est approché avec désinvolture de la défenseure publique, Julie Chase, qui était occupée sur une autre affaire. Sans avertissement, il lui a donné un coup de poing brutal sur le côté de la tête. La salle d'audience a éclaté dans une frénésie de mouvements. Les policiers ont plaqué Green au sol, et Julie, bien que physiquement en bonne santé, a été clairement secouée. Le choc de... L'attaque était toujours suspendue dans les airs comme une ombre inconfortable. La situation était si chaotique que beaucoup se demandaient si la Cour avait un réel contrôle sur ces hommes. Mais si l'on pense que ces affaires étaient déjà tendues, l'histoire de Melissa Hardwick nous montre un tout autre niveau d'imprévisibilité. Melissa assistait à une audience pour violence domestique dans le Kentucky, où son ex-mari avait demandé une ordonnance de non-communication à son encontre.
L'atmosphère était déjà chargée et la juge Jennifer Edwards a tenté de maintenir l'ordre. Melissa, cependant, n'était pas disposée à écouter. Elle a commencé à interrompre l'audience, défiant l'autorité du tribunal. Le juge Edwards, habitué à rester calme, a prévenu Melissa à plusieurs reprises, mais en vain. Finalement, lorsque le juge l'a condamnée à 10 jours de prison pour outrage, Melissa a complètement perdu le contrôle. Elle sauta de son siège, telle une bête sauvage en furie, et tenta d'attaquer le juge. Les policiers ont agi rapidement, évitant le pire, mais Melissa a quand même lancé des menaces verbales qui ont eu un écho dans tout le tribunal. En fin de compte, elle a fait face à des accusations supplémentaires pour avoir tenté d'agresser le juge. Et son cas est devenu un exemple de la façon dont les émotions peuvent déborder et provoquer le chaos. Et puis nous avons Joshua Harding, qui a porté la violence judiciaire à un niveau encore plus terrifiant. Harding était condamné pour agression sexuelle. C'était un moment critique. Le juge était sur le point de prononcer sa sentence. Les gens présents dans la salle d'audience étaient silencieux, les yeux fixés sur le juge. Mais Harding avait d'autres projets. Il a littéralement sorti une tige de métal cachée dans sa manche et a couru vers le procureur adjoint Jonathan Roth. C'était une scène de pure terreur et, heureusement, Roth a réussi à esquiver l'attaque. Les policiers ont sauté sur Harding et le procureur, avec des réflexes rapides, a jeté l'arme hors de sa portée. Harding était maîtrisé, mais la salle d'audience entière était marquée par cet acte désespéré. Et les exemples de fureur ne s'arrêtent pas là. Lamarcus Williamson, en Caroline du Sud, a appris qu'il allait passer 15 ans en prison et sa réaction a été brutale. Il s'est retourné contre son avocat, Dan Hall, et l'a attaqué avec les mains menottées, laissant Hall ensanglanté et abasourdi. La salle d'audience s'est transformée en une scène d'horreur, avec des agents essayant de retenir Williamson, tandis que Hall, le visage couvert de sang, essayait de se ressaisir. Aujourd'hui, l'histoire de David Cheselton à Cleveland est également difficile à oublier. Cheselton était reconnu coupable de voies de fait et d'incendie criminel. Il a été menotté, mais lorsqu'il a entendu la peine de 47 ans de prison, sa fureur a éclaté comme un volcan. Il a attaqué son avocat, Aaron Brockler, avec des coups de poing vicieux qui lui ont cassé le nez et lui ont laissé une commotion cérébrale. Tout ce dont je me souviens, c'est de m'être réveillé par terre, a déclaré Brockler plus tard, toujours hébété. Cheselton a été traîné dehors, mais la scène a secoué tout le monde dans la salle d'audience. Cody Jones, à son tour, a montré que même une réduction de la caution peut faire basculer quelqu'un. Il était jugé pour tentative de meurtre. Et lorsque le juge a décidé de réduire sa caution, il était furieux. Jones a commencé à chuchoter des menaces et avant que quiconque puisse réagir, il a donné un coup de tête à son propre avocat, Cameron McCoy. Les policiers l'ont abattu et McCoy, heureusement, n'a pas été grièvement blessé. Cependant, Jones s'est retrouvé avec une accusation d'agression supplémentaire. Et pour couronner ces montagnes russes de chaos, nous avons Wendell Hollingsworth. C'était un criminel avec des antécédents de comportement agressif. Au tribunal, il a accusé le juge de préjugés religieux et a commencé à créer des problèmes. Au cours du procès, il s'est montré si violent que les policiers ont dû l'attacher à une chaise et lui mettre un masque anti-crachat. Il a néanmoins continué à se débattre et à crier jusqu'à ce qu'il soit finalement condamné à 93 ans de prison. Le tribunal n'a plus jamais été le même après avoir été témoin de sa fureur incontrôlée. Ces histoires sont la preuve que même dans l'environnement formel et contrôlé d'une salle d'audience, la nature humaine peut être imprévisible et explosive. Ce sont des moments qui laissent des traces, qui transforment le tribunal en une arène où, l'espace d'un instant, le chaos l'emporte sur l'ordre. Chaque histoire apporte avec elle la charge émotionnelle de vie au bord du gouffre, où la tension, le désespoir et la fureur excessive deviennent les protagonistes de scènes qui ne seront jamais oubliées par ceux qui étaient présents. Ces moments commencent à se dérouler bien avant
que le chaos n'éclate. Imaginez par exemple les semaines et les mois précédant chaque essai. Pour l'accusé, le temps semble s'éterniser comme une cruelle éternité. Chaque tic-tac d'une horloge invisible sonnant comme une sentence attendant d'être prononcée. La peur et l'anxiété bouillonnent, formant une tempête intérieure. Et c'est précisément cette tempête qui, dans certains cas, ne peut plus être contenue lorsque les portes du tribunal se ferment et que l'audience commence. Phillips, par exemple, n'était pas seulement un homme de 45 ans accusé de représailles, il portait un passé qui semblait crier derrière ses yeux vides. Pendant des années, ce lourd silence fut son armure, un bouclier contre les douleurs et les horreurs de son propre esprit. Il savait qu'un faux pas pouvait signifier la fin, mais il y avait là quelque chose de plus profond, quelque chose qu'il n'avait jamais révélé. La cour le considérait comme un homme sans voix, un mystère impénétrable, mais en réalité, son silence était le cri de quelqu'un combattant des démons invisibles. L'avocat qui le défendait, quant à lui, se battait constamment contre sa propre frustration et son sentiment d'impuissance. Chaque conversation avec Phillips était une lutte contre le vide, une recherche désespérée de quelque chose, de tout ce qui pouvait servir de défense. Ainsi, lorsque Phillips s'est finalement mis en colère, menaçant un policier, cela semblait presque inévitable, comme si ce moment avait été écrit entre les lignes de son histoire depuis le début. Le choc électrique qui l'a immobilisé n'était pas seulement une fin brutale. Cela nous rappelle brutalement que dans les salles d'audience, ce n'est pas toujours la loi qui décide de ce qui se passe, mais plutôt le chaos qui se cache derrière chaque visage. L'histoire de Lamont Payne, en revanche, est le portrait d'un homme qui s'est senti trahi par le système même qui était censé le défendre. Il ne considérait pas son avocat comme un sauveur, mais comme une pièce supplémentaire dans un jeu de cartes marquées. Et ce jeu se jouait avec sa vie en danger. Lorsque Payne a crié, essayant de se faire entendre, il n'était pas seulement un accusé désespéré, c'était un homme qui réclamait de la dignité, de la reconnaissance. Le coup de poing qu'il a lancé à son avocat, Vladimir Gagic, n'était pas seulement une agression physique, c'était l'expression d'un abîme de frustration que personne dans cette salle d'audience ne pouvait pleinement comprendre. Voir le sang de Gagic couler était la matérialisation d'un système qui n'a pas réussi à contenir la rage et l'impuissance de ceux qui étaient dans ses griffes. Et William Green, l'homme qui a transformé une enquête sur caution en un cirque de violence, avait ses propres raisons. Il était là, attendant la décision qui pourrait changer son destin, mais au lieu de trouver justice, il se sentait à la merci d'un jeu cruel, d'un théâtre où il était le méchant principal sans droit à la rédemption. Lorsqu'il a attaqué Julie Chase, ce n'était pas simplement par colère, c'était un mélange de désespoir et du sentiment écrasant d'être un numéro, un cas et non une personne. Le chaos qu'il a créé a rappelé à la salle d'audience que parfois les enquêtes sur la libération sous caution ne sont pas seulement une question d'argent et d'arguments juridiques, mais aussi des âmes brisées. Cependant, l'histoire de Melissa Hardwick nous transporte à un autre niveau de complexité émotionnelle. Son ex-mari, assis dans la salle d'audience, se sentait peut-être en sécurité, protégé par l'autorité de la juge Jennifer Edwards. Mais Melissa considérait cette audience comme le dernier acte d'un drame personnel, un drame qu'elle refusait d'accepter passivement. L'ordonnance de non-communication était plus qu'un morceau de papier, c'était un symbole de sa perte de contrôle sur sa propre vie. Lorsque le juge l'a condamnée à 10 jours de prison pour outrage, Melissa a explosé comme une force de la nature poussée par une rage brute sans limite. Sa tentative d'attaquer le juge était un acte de désespoir aveugle et le tribunal, une fois de plus, s'est retrouvé face à l'abîme du comportement humain. Joshua Harding et sa tentative d'attaquer le procureur adjoint avec une arme de fortune nous ont rappelé à quel point le désespoir peut pousser quelqu'un à l'extrême. L'idée de cacher une tige de métal et de l'utiliser comme arme en attendant ce moment précis montre à quel point Harding était prêt à se battre, même dans un endroit où la justice devait prévaloir.
Son action n'était pas une attaque impulsive, c'était un cri calculé, un ultime effort pour défier le sort qu'il savait qu'il attendait. La salle d'audience s'est transformée en champ de bataille en quelques secondes, et la peur de toutes les personnes présentes était palpable, comme une ombre qui ne pouvait être dissipée. Et Lamarcus Williamson, celui qui a appris qu'il allait passer 15 ans en prison, à sa touche, réagit avec une colère qui semblait venir du plus profond de son âme. Il a attaqué violemment son propre avocat, Dan Hall, comme si, à ce moment-là, toutes ses frustrations, tous ses sentiments d'avoir été lésés et trahis, étaient concentrés sur une seule cible. Hall, le visage ensanglanté, a été victime non seulement de son client, mais aussi d'un système où le désespoir se transforme en violence sans avertissement. Cody Jones, qui donne un coup de tête à son avocat après une décision de réduction de sa caution, est un autre exemple de la façon dont la tension émotionnelle peut se transformer en agression physique. Il murmurait des menaces, comme si chaque mot était une tentative de reprendre le contrôle d'une situation qui échappait à son contrôle. Et lorsqu'il a finalement agi, le coup était plus qu'une réaction impulsive. C'était le symbole d'une âme brisée, d'un homme qui avait le sentiment que sa propre vie était lancée comme un dé. Et enfin, Wendell Hollingsworth, le criminel don. Son comportement agressif et imprévisible a contraint les policiers à l'attacher et à lui mettre un masque anti-crachat. Son histoire est celle d'un homme qui défie toute tentative de contrôle. Les accusations de préjugés religieux et la lutte constante avec l'autorité du tribunal ont montré qu'il ne considérait pas le système comme équitable. Il était comme un animal acculé qui répond à l'emprisonnement par un combat acharné jusqu'au dernier moment. L'image de Hollingsworth, ligoté et immobilisé, est un portrait de la façon dont la salle d'audience peut devenir une arène de pure confrontation, où même la sécurité la plus stricte doit se plier face à la fureur humaine. Ces cas sont plus que des rapports de violence. Ce sont des portraits saisissants de moments où l'esprit humain poussé à l'extrême explose de manière imprévisible et dévastatrice. Chaque détail, chaque réaction et chaque son résonnent longtemps après l'évacuation des tribunaux et le rétablissement de l'ordre. Ce sont des histoires qui nous font réfléchir sur la frontière ténue entre contrôle et chaos, et sur la façon dont, même dans les endroits où les lois sont souveraines, le cœur humain peut encore être le facteur le plus sauvage et le plus incontrôlable.